Maurice Gourdon-Montagne, vous êtes un maître de la diplomatie française pendant des années. Vous avez été secrétaire général du Quai d'Orsay, auparavant ambassadeur de France en Chine, en Allemagne, en Angleterre, et j'en passe. Il y a un bouleversement géopolitique, en tout cas au Moyen-Orient. Dieu sait si les guerres amplifient ce mouvement géopolitique. Mais aujourd'hui, voilà que Bachar el-Assad, président de la Syrie, fils de Hafez el-Assad, 50 ans de règne de la famille Assad, a déposé le bilan, en quelque sorte, chassé par les djihadistes. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Moyen-Orient, pour tout le Moyen-Orient, et surtout une très mauvaise nouvelle pour le Liban? Effectivement, vous avez raison, ce qui vient de se passer avec la chute du régime de Bachar el-Assad est, de mon point de vue, comparable à la chute du mur de Berlin. C'est un événement majeur au Moyen-Orient, Damas ayant toujours été, sur le plan des équilibres régionaux, un point focal. Et donc, ce qui vient de se passer est sans doute le résultat d'un nombre de facteurs importants dont certains ont cherché à tirer parti. D'abord, vous avez les suites du 7 octobre, l'affaiblissement du Hamas, puis, plus récemment, l'éradication des têtes du Hezbollah. Vous avez les coups de boutoir portés par Israël sur l'Iran, et notamment avec ce raid aérien qui a privé l'Iran de ses défenses aériennes. Un raid extrêmement méticuleux, très précis, et dans un contexte où l'Iran est déjà très affaibli par une crise économique, affaibli par la recherche d'un second souffle politique, avec la recherche d'un successeur ou guide qui va intervenir à un certain moment. L'Iran qui a connu la mort de son président au début de l'année, une réélection, une élection du Parlement, le Majlis et du Conseil des experts. Bref, l'Iran est, du point de vue du positionnement de ses factions et de l'avenir, est en recherche de lui-même. Et puis, avec cet affaiblissement, vous ajoutez à cela le fait que les Russes, qui sont depuis 2015 les principaux soutiens avec l'Iran du régime de Bachar el-Assad, les Russes ont été amenés à dégarnir une partie de leur matériel, de leurs hommes, alors que la tradition russe est effectivement, et soviétique déjà à l'époque, est d'être très proche de la Syrie. On dit que le port de Tartous, qui est la base navale sur la Méditerranée pour les Russes, est un point fondamental et qu'elle a été dégarnie. C'est un point fondamental pour la politique russe au Moyen-Orient, mais aussi pour la politique russe en Afrique. Donc vous mettez bout à bout tous ces éléments, eh bien, on aboutit à un affaiblissement du soutien, des soutiens au régime de Bachar el-Assad. Vous ajoutez à cela un dernier élément qui est le fait que la Syrie est sans doute le premier producteur de captagon. Le captagon est une substance qui joue un rôle important dans le narcotrafic et il apparaît qu'un certain nombre de marchés, notamment dans le Golfe, ont été fermés aux exportations de captagon. D'où un assèchement des finances du régime de Bachar el-Assad. Vous mettez tous ces éléments bout à bout, il y a une faiblesse du régime, elle a été exploitée par certains, et les certains en question, c'est évidemment la Turquie. La Turquie qui profite d'intervenir avec l'accord tacite des Américains, la Turquie qui avait tenté de normaliser ses relations avec Bachar el-Assad, qui lui, je dirais, du haut de son arrogance et fort qu'il était de ses soutiens, avait refusé de normaliser pour deux raisons, qui étaient d'abord le retour des réfugiés, et il y a 3 millions de réfugiés en Turquie. La Turquie tenait absolument à ce que ce poids économique et social qui commence à peser dans la politique intérieure turque, eh bien, qu'il y soit mis fin, que ces gens puissent rentrer chez eux. Et deuxièmement, la question kurde. Parce que n'oublions pas qu'il y a sur la frontière des poches kurdes de certain nombre de combattants qui ont contribué avec les Occidentaux à combattre le régime de Bachar el-Assad et quelquefois aux côtés des islamistes. C'est une zone très floue où les forces sont extrêmement mêlées, entremêlées. Et donc, le président Erdogan voulait mettre fin à tout cela. Refus de Bachar el-Assad, et donc une bonne raison, profitant de cette faiblesse, calculant ses chances, de faciliter le mouvement de HTS à partir d'Idlib, Idlib qui n'est pas très loin de la frontière d'ailleurs, avec ce Mohamed al-Joulani, qui maintenant se fait appeler Ahmed al-Shara, pour essayer de normaliser sa position. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Personne n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que les Israéliens
ont cassé l'arc chiite, appelons-le comme ça, mais que Daesh n'est pas mort, qu'il y a encore des combattants de Daesh présents en Syrie, qu'il y en a encore dans la plaine de Ninive en Irak, que les factions vont se battre. Quel va être le rôle des Turcs? Est-ce que les Turcs ont demandé à Giuliani de leur faciliter les choses pour régler la question des poches de résistance kurdes, dont les Turcs estiment qu'elles sont les soutiens du PKK, qu'ils accusent de terrorisme et qui a perpétré des actes terroristes en Turquie, ou bien est-ce que la Turquie va décider de régler la question elle-même et envahir la Syrie pour régler le problème? On est peut-être à la veille d'un nouveau conflit, d'un nouveau type au Moyen-Orient. Alors certains disent que Al-Joulani a rompu avec Al-Qaïda, a rompu avec l'islamisme radical, qu'il est prêt à organiser des élections, que tout cela se ferait en accord avec les Nations Unies. On va voir. C'est extrêmement difficile. Pour le moment, ce pays va partir dans plusieurs directions. Évidemment, l'impact sur le Liban va être important. C'était votre question. C'est ma question. L'impact sur le Liban va être important. Le Liban est très déstabilisé par les coups de les attaques israéliennes sur le Hezbollah. C'est une chance pour le Liban de se débarrasser du Hezbollah, mais ça ne résout pas le problème constitutionnel et le problème politique qui est l'élection d'un président qui n'est pas faite depuis 2 ans. Et donc, on voit que le quintet est en train de se réunir pour voir, c'est-à-dire les États-Unis et un certain nombre de pays de la région sont en train de se réunir pour essayer d'encourager la recherche d'une solution politique. Rien n'est réglé. Les chiites sont maintenant 30% au Liban. La constitution existe toujours. Ce laboratoire de la démocratie qu'est le Liban a été extrêmement malmené. On n'entend pour le moment aucune voix s'élever dans le débat politique de ce pays qui est en faillite économique. Donc, il est très difficile de prédire ce qui va se passer. Et la possibilité d'avoir pour le Liban à ses portes, comme pour Israël, un État qui serait radical et djihadiste, va sans doute compliquer encore les choses. Bachar el-Assad était un tyran sanguinaire et tout le monde s'est félicité de son départ. Et à juste titre, on est en train d'ouvrir les prisons, on se rend compte de la cruauté de ce régime qui, depuis 3 générations, a opprimé et réprimé tout un peuple. Néanmoins, c'était un leader laïque qui ne facilitait la vie à aucune faction radicale islamiste. Là, le cas de figure sera peut-être différent. Donc on est dans un champ totalement ouvert. Que feront les Américains Et surtout Trump. Que fera Trump? Mais quand je dis les Américains, c'est Trump qui va prendre ses fonctions le 20 janvier pour 4 ans. Que va-t-il faire? Trump est en train de manœuvrer vraisemblablement dès à présent avec les Saoudiens, car les Saoudiens sont devenus la grande puissance de la région. Comment les Saoudiens qui sont frontaliers de l'Irak vont agir sur l'Irak? Comment les Saoudiens qui veulent que l'Iran garde une certaine stabilité vont agir? Les Saoudiens, aujourd'hui, depuis le 11 novembre, depuis la réunion qui s'est passée du monde des pays arabo-musulmans, qui réunissait 35 pays, ont dans une longue déclaration, en 35 points, réaffirmé la nécessité d'une solution à 2 États. On sait que la négociation qui a lieu actuellement entre les Américains et Riyad n'a pas abouti parce que les Saoudiens tiennent absolument à ce que si les accords d'Abraham, car c'est à ça qu'on aboutirait, c'est-à-dire une reconnaissance d'Israël, l'établissement d'une coopération entre l'Arabie Saoudite et Israël, comme ça a été le cas déjà pour les Émirats Arabes Unis, pour le Maroc, pour le Soudan, pour Bahreïn, la contrepartie, ce serait évidemment quelque chose pour les Palestiniens. Donc la situation est donc bloquée. Les Américains le savent. Comptons sur le pragmatisme américain pour essayer de retenir les Saoudiens à condition de pouvoir tordre le bras de Netanyahou, qui ne veut absolument pas d'un État palestinien. Là aussi, c'est tout à fait ouvert. L'intérêt des Américains, c'est que les Saoudiens ne tombent pas dans les bras des Chinois. Or, les Saoudiens regardent vers l'Est, comme la plupart des pays du Sud, de ce Sud global. Et donc, il y a aujourd'hui un jeu de plaques tectoniques entre ces différents pays. Ma conviction est que Mohamed Ben Salman, qui développe un programme de modernisation pour son pays, la vision 2030, tient absolument à ce que cette vision s'accomplisse.
une déflagration dans la région, une complication des conflits, évidemment, ne permettrait pas d'aboutir à cette vision 2030, de la mettre en œuvre. Et lui courait le risque de ne pas être roi d'Arabie. Et donc, dans ces conditions, on peut penser que Américains et Saoudiens vont continuer à travailler à la paix dans la région. Revenons sur le prince héritier Mohamed Ben Salman, le fils du roi Salman, qui est en quelque sorte le premier ministre de... Il est le Premier ministre. Il est le premier ministre, vous avez raison. Il négocie avec les Américains tout un plan dans le cadre de sa vision 2030. D'après les nouvelles qui nous parviennent justement des intentions du prince héritier, c'est qu'il ne veut pas aller, il ne veut pas un accord considérable. Il veut le diviser plus ou moins par deux et que les Américains précisent dans cet accord qu'ils sont pour la solution à deux États sur le plan palestinien, du conflit qui oppose évidemment Israël aux Palestiniens. Est-ce que c'est possible? L'ambition américaine, celle de plusieurs administrations, et notamment l'administration Biden, qui avait repris ses relations avec Mohamed Ben Salman après l'avoir accusé de paria, est évidemment de conclure un accord de sécurité avec l'Arabie saoudite. Un accord qui comporterait évidemment des livraisons d'armement, mais aussi des engagements politiques en cas de conflit. Les Saoudiens y sont très attentifs, et ils se souviennent évidemment que les États-Unis ne sont pas intervenus en 2019 quand les Houthis ont tiré sur des terminaux d'Aramco. Et donc, ils veulent des engagements fermes. Ces engagements fermes, s'ils sont pris par les Américains, se font sous la forme d'un traité qui doit être approuvé à la majorité des 2/3 au Sénat. Pour le moment, l'ambition politique d'un accord, d'un traité de cette nature est trop importante. D'autant que les Saoudiens souhaitent également développer une industrie nucléaire civile, et que pour cela, il leur faut passer le fameux accord 1, 2, 3, qui est un accord qui, au titre du TNP, les engage à la non-prolifération. Or, les Saoudiens souhaiteraient apparemment se passer de s'engager sur cet accord 1, 2, 3. Donc, sur cette clause 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, on en rabat un peu des ambitions, et l'idée, c'est effectivement que de la part des États-Unis, c'est de se rapprocher des Saoudiens pour leur faciliter, je dirais, une position de défense, d'autant qu'ils regardent de près, je le disais, ils regardent de près ce que les Saoudiens sont en train de faire dans les négociations qu'ils ont engagées avec les Chinois. Rappelons-nous que la Chine importe 40% de son pétrole d'Arabie saoudite. Ce sont des montants considérables, pour le moment payés en dollars. L'idée flotte que ces livraisons pourraient être payées en yuan. Et actuellement, les banques centrales d'Arabie saoudite et de Chine négocient un accord sur ce qu'on appelle le e-yuan, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus à passer par des circuits financiers en dollars, on irait directement de banque centrale à banque centrale pour régler les livraisons de pétrole. C'est évidemment, si jamais cela arrivait, pour le dollar en tant que monnaie de transaction, un coût terrible. Ça veut dire qu'on aurait des pétro-yuan qui se mettraient en place. Et toute l'Asie orientale regarde de près cet accord parce que tout le monde est client à un titre ou à un autre de l'Arabie saoudite pour ses approvisionnements pétroliers. Donc c'est l'organisation de nouveaux circuits commerciaux et financiers. Les Américains sont conscients de cela. Trump est conscient de la dédollarisation. Il a prononcé le mot. C'est la première fois qu'un président des États-Unis le dit et qu'il s'apprête à tout faire pour garder la domination du dollar, qui est une arme suprême pour les États-Unis. Donc l'enjeu, il est de cette nature. Derrière l'enjeu de sécurité. Dans cet enjeu de sécurité, vous avez un sujet qui est central pour la région, qui est évidemment la question palestinienne. Et la question palestinienne, les Saoudiens l'ont mise au cœur de leur politique. Ils l'ont mise au cœur de leur politique avec, je le rappelais à l'instant, cette déclaration du 11 novembre des États arabes et musulmans à laquelle l'Iran participait, ce qui a échappé à beaucoup d'observateurs. Donc, il y a une vision commune de tout cela. Ils l'ont mis au premier plan du dialogue qui a eu lieu lorsque le président français s'est rendu début décembre en Arabie saoudite. Il est entendu qu'il y aura au mois de juin 2025 une conférence internationale à New York, donc sous les auspices des Nations Unies, pour traiter cette question des deux États. Et qu'entre-temps, il va falloir rallier des partisans à la solution des deux États. L'Union européenne est partie prenante de ce projet. Et la conférence serait coprésidée par l'Arabie saoudite et la France.
On sait que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ont déjà reconnu un État palestinien. Est-ce que d'ici là, les pays qui s'engagent dans cette conférence auront franchi le pas? Est-ce que la France elle-même aura franchi le pas? Est-ce que de l'autre côté, c'est le souhait, d'autres pays seront prêts à reconnaître Israël? Bref, c'est une dynamique que les Saoudiens souhaitent engager et qui est tout à fait fondamentale. Et vous avez par ailleurs donc ce traité avec les Américains sous une forme importante ou moins importante, dans laquelle il y a aussi une contrepartie demandée à un engagement saoudien avec les Américains qui est précisément la reconnaissance d'un État palestinien et le début d'une solution à deux États. Au départ, ce sera virtuel, mais ce serait un principe politique et juridique de droit qui s'engagerait, qui serait extrêmement important. Donc, on est sur ce sujet, on va l'être encore pour de nombreux mois et de nombreuses années. Quel poids pèse-t-on finalement dans tout ce bouleversement quand même géopolitique à partir de la chute de la Syrie, mais aussi des négociations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis? Alors, certains ont tendance à rabaisser le rôle de la France. C'est vrai que nous sommes un pays affaibli, nous sommes un pays en difficulté à certains égards, nous n'avons pas de gouvernement actuellement. Nous avons néanmoins, je dirais, les capacités qui sont celles de notre statut. Nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité, responsable de la paix et de la guerre au titre de la Charte des Nations Unies, avec les autres membres permanents. Donc ça nous oblige. Nous sommes un pays, puissance nucléaire, nous sommes un pays qui a un réseau diplomatique. Donc nous sommes un pays qui est considéré comme un pays contributeur à la stabilité du monde, à condition évidemment que nous sachions sortir, je dirais, de la doxa, de la pensée unique internationale. C'est à nous de faire les efforts suffisants pour aller au contact de ceux qui veulent créer quelque chose de nouveau, un nouvel ordre international. Et ça commence notamment par les deux États. L'Arabie saoudite y est sensible. Un pays comme l'Inde y est sensible. Nous sommes partenaires stratégiques de l'Inde. Nous ne sommes pas évidemment, comme puissance d'équilibre dans la sécurité du monde, une puissance qui pourrait se mesurer aux États-Unis. Nous sommes peu de choses par rapport aux États-Unis. Le budget militaire américain, c'est 800 milliards. Le budget militaire français, c'est 50 milliards cette année. Donc, nous sommes encore loin du compte. Les Chinois, c'est 250 milliards. Mais néanmoins, nous sommes une force complémentaire, un pouvoir complémentaire. C'est-à-dire que dans un équilibre qui se cherche, la France peut ajouter les éléments qui font que cet équilibre est trouvé avec les puissances qui sont concernées par la recherche de l'équilibre. Et donc, c'est à nous d'exploiter cette possibilité. La France est encore un acteur sur la scène internationale. C'est à elle, naturellement, de se mobiliser et d'être avec les bons interlocuteurs. Belle leçon de géopolitique, Maurice Gourdon-Montagne. Merci. Merci beaucoup.